La loi, le code minier prévoit la délocalisation, l'indemnisation et la réinstallation des populations impactées par l'exploitation minière. Pourquoi, à la place de ces trois termes, vous ou vos deux organisations optent pour l'expulsion forcée? Je viens pratiquement sur la question de la réinstallation. Est-ce que vous, vos deux organisations, ou vous, celle en tant qu'IBDH, avez-vous fait des études ensemble avec le gouvernement provincial sur la politique de réinstallation du centre-ville de Kolwezi, pour laquelle les impacts négatifs de l'exploitation minière de l'entreprise, de la compagnie minière de Moussonoï est déjà visible, et pour la question du quartier ou de la cité de Moussonoï, deux avenues que nous avons visitées la semaine passée, pour lesquelles aussi les impacts négatifs environnementaux sont très visibles sur des maisons et comme sur des avenues. Déjà la pluie d'hier l'a révélé, une avenue en train de vivre une érosion très magistrale. Quelles sont vos études en tant qu'organisation et qu'est-ce que vous proposez? Du cobalt, mondial d'ailleurs, hein. Mais le centre-ville de Kolwezi est en train de disparaître. Comment expliquez-vous cela? Cette occasion. Alors, dans votre billet de presse que vous m'avez envoyé, que j'ai lu toute la soirée d'hier, vous parlez des pourcentages, des 12% que la commission des délocalisations fonctionne et que ne permet pas à ceux qui sont délocalisés de mieux vivre, entre guillemets, et de mieux se retrouver. Mais le problème, c'est que dans cette commission, il y a les membres de la société civile. Et vous êtes partie de la société civile, vous n'allez pas vous détacher aujourd'hui de ceux qui sont là. Est-ce que ce n'est pas parce que Donald Kambol n'est pas là et qu'il trouve normal d'accuser de temps en temps les autres, parce que c'est ce qui s'est dit, si vous le savez? Est-ce que ce n'est pas ça la raison? Parce que c'est vous qui avez aidé jusqu'aujourd'hui, vous en tant que société civile et gouvernement, jusqu'à ces jours, depuis le premier processus de la délocalisation qui s'est transformé en achat forcé des maisons. La société civile y a été pour quelque chose. Quelle est votre responsabilité à ce niveau? Parce qu'on a trop accusé les gouvernements en fait. Nous avions voulu briser le silence en marge de ce grand forum qui, vous savez, d'une grande visibilité, mais où on n'a pas entendu la voix des victimes. Parce qu'on parle de l'industrialisation du secteur minier, mais cette industrialisation a des coûts. Et ce sont des coûts directs sur l'environnement et sur l'homme. Voilà pourquoi nous avons voulu, Amnesty et DGDH, lancer ces cris d'alarme pour rappeler ce qui est connu de tous. Pour revenir à la première question, pays solution, disparition de la vie des Kolwezi, quel est notre point de vue? Je pense que le premier regret, c'est de constater que les autorités congolaises sont incapables de faire respecter les lois du pays. Parce que quand vous lisez le code minier, notamment dans son article 279, celui-ci crée des zones de restriction. L'opérateur minier n'a pas carte blanche pour exploiter partout. Il y a ce qu'on appelle des zones de restriction selon que le terrain est occupé soit par les habitations, soit par l'agriculture, soit par d'autres activités. Ce terrain ne peut pas être occupé. C'est ça le principe légal. Et pour occuper ce genre de terrain, il faut avoir le consentement des premiers occupants et le consentement de l'autorité locale. Mais malheureusement, quand nous sommes sur le terrain, nous constatons que non seulement l'entreprise Comus qui a été citée par rapport au centre-ville, mais regardez Rush Mining du côté de la prison, ainsi d'autres entreprises ici ou là-bas, on exploite partout, on place les installations minières partout. Et l'autorité est incapable de faire appliquer la loi. Quant à la question des études d'impact environnemental, c'est même pire. Vous allez regarder de quelle manière les entreprises ont-elles élaboré les études d'impact environnemental pour essayer d'intégrer effectivement la cohabitation entre les activités minières et les autres occupants du sol. Il se résume à un simple achat, sinon à une opération de vente de maisons ou de terres, où on met en présence l'acheteur qui serait l'opérateur minier, les vendeurs qui seraient les propriétaires de maisons de champs,
on donne l'argent, on paye les prix des gens, et puis lui, la commission perçoit 12% de ce qu'ils appellent frais techniques administratifs. Je vous informe qu'à ces propos, nous avons obtenu que dans le cas de l'ITE, que la commission nous déclare d'ailleurs et publie combien d'argent on perçoit dans ce processus-là. Est-ce que c'est ce qui justifie qu'on ne respecte pas la loi? C'est l'une des raisons. Mais pourquoi on ne respecte pas la loi? Parce que je considère qu'il y a des gens qui sont corrompus. Parce que je considère qu'il y a des gens qui sont dans les conflits d'intérêts. C'est eux qui financent les constructions des maisons en bloc ciment à Tchaboula. C'est eux qui supervisent les projets de délocalisation. Allez voir ce qui s'est passé dans la zone de Kamoa. Allez voir dans ce qui s'est passé dans les zones de terre ferme avec Manomapia. Vous comprendrez que les acteurs impliqués dans le cadre de cette commission sont généralement dans les conflits d'intérêts. Et l'impunité au niveau du pouvoir public aggrave effectivement les violations de la loi. Et donc ce n'est pas l'affaire d'un individu. C'est l'affaire de tout un système. C'est depuis 2017 que nous avons commencé à dénoncer le rôle de cette commission provinciale de délocalisation. Les actuels acteurs, on ne sait pas où est-ce qu'ils se retrouvaient quand nous on dénonçait déjà. Et donc ce n'est pas un acharnement contre un individu. Par rapport à la cité Moussonoï, parce que vous le savez, le quartier Moussonoï fait face à au moins trois projets miniers. Vous avez KCC, vous avez Comus, vous avez CMT. Ce que CMT fait par exemple, CMT supervise et encadre une exploitation minière artisanale illicite. CMT perçoit 10% sur cette exploitation. Depuis semaine, il y a des corps engloutis, on les a même oubliés. Mais entre-temps, CMT vient de lancer un processus de délocalisation qui n'est même pas conforme à la loi parce qu'il n'existe pas là un comité local de réinstallation. Mais qui en parle? Quel est le rôle de la commission provinciale de délocalisation? La population de Moussonoï a commencé à dénoncer les impacts négatifs, notamment la poussière, l'affaissement des sols, aujourd'hui la fissuration des terres. Mais ça va faire 10 ans qu'on en parle. Que fait le gouverneur de province, peu importe qui est gouverneur? Que fait l'Assemblée provinciale du Lualaba par rapport à ces situations? C'est comme ça que nous avons dénoncé la mauvaise gouvernance. Et dans un contexte mondial de la transition énergétique, où tout le monde a besoin de nos minéraux, mais nous sommes dans une zone de non-État, où la puissance de l'État est absente, d'où la crainte des communautés que nous sommes, et nous n'allons pas nous taire. Par rapport à la politique de réinstallation, quand vous lisez la loi, c'est en fait l'autorité provinciale déplacée. Vous pouvez lire l'annexe 18 du code minier, du règlement minier, et vous verrez effectivement que c'est le gouverneur de province qui est effectivement, qui doit s'assurer que les communautés déplacées sont d'une part installées, mais on doit mettre en place ce qu'on appelle un comité local de réinstallation. C'est l'article 28 du règlement, de l'annexe 18 du règlement minier. Mais dans la province du Lualaba, nous comme ONG, tout ce que nous faisons comme étude, nous analysons les différents cas de délocalisation, nous constatons que lorsqu'une entreprise veut délocaliser, il s'adresse au gouverneur qui lui approuve. Jamais le gouverneur s'est rassuré que l'entreprise qui veut délocaliser a respecté les autres conditions alternatives, parce que quand vous lisez la loi, il y a des étapes pour arriver à une délocalisation, il y a des principes à respecter pour arriver à une délocalisation. Et donc, que ce soit chez Thomas Mining, que ce soit chez Chemaf, que ce soit chez d'autres dont j'étais les noms à travers la province, je ne pense pas que l'autorisation du gouverneur de province a été précédée par une étude préalable pour voir si les entreprises respectent. C'est comme ça que lorsque nous on a fait notre enquête à Amnesty International, dans leurs réponses, toutes les entreprises nous ont dit avoir respecté la loi parce qu'elles travaillent sous la supervision et l'encadrement des autorités. Ce qui est vrai, il n'y a aucune entreprise qui délocalise sans la commission provinciale de délocalisation. Donc voilà un peu ce que j'allais dire. Alors, ce n'est pas à IDGDH et à Amnesty de présenter une politique de réinstallation de la ville d'écologie. Déjà que nous ne sommes pas des pouvoirs publics, nous on va pousser. Et dans la mesure du possible, nous proposons des solutions. Par exemple, ça fait 3 ans que nous demandons qu'on prenne un moratoire pour arrêter les nouveaux cas d'expulsion. Parce qu'on doit évaluer. Et on doit se décider. J'entends depuis le mois de juillet le gouvernement provincial parler de ce qu'on appelle les sites probables de réinstallation qui seraient les sites de Tchikinina. Mais poser la question aux spécialistes sur l'aménagement, ils vont vous dire que ce site n'est pas habitable. Bon, s'il est habitable, ce site n'est pas jusqu'à présent assaini. Et quand vous parlez avec les différents services de l'État, vous verrez que c'est une affaire qui concerne les ministres des Affaires foncières seuls.
Les autres départements n'en savent pas grand-chose. On est dans cette confusion, on est dans cette démagogie, mais je l'ai dit d'entame de jeu, ces comportements dans les chefs de pouvoir public est justifié tout simplement par la corruption, par le conflit d'intérêts. Je refuse de croire que les gens ne connaissent pas la loi, mais les gens tirent les draps de leur côté et c'est la population, les communautés locales qui sont abandonnées. Voilà pourquoi nous appelons tous les acteurs sur la chaîne d'approvisionnement du cuivre et du cobalt, au-delà donc de l'État congolais, de s'assurer que là où on exploite le cobalt, les droits des communautés sont respectés. Sinon, nous allons continuer à offrir au monde le cuivre et le cobalt pour assurer la transition énergétique en Europe et en Occident. Et ici à Kolwezi, nous allons continuer à perdre des espaces pour les champs, nous allons continuer à perdre les maisons, bref, nous allons rester dans la précarité.